2015. Sur les rives d'une rivière du Michigan, un nouveau palais signé Henry Ford sort de terre. À l'intérieur, des jardins de marbre et une cascade privée. À l'extérieur, des colonnes d'ouvriers hantées par la crainte d'une minute de retard. Nous pénétrons ici dans les replis sombres de l'empire immobilier d'Henry Ford. C'est le récit d'un homme qui, après avoir offert l'automobile aux masses, s'est bâti un royaume de demeures majestueuses, doublé d'un système de contrôle absolu sur l'existence d'autrui. Dans ces demeures, l'illusion de la perfection devait être totale. Des jardins impeccables, des dîners sans fausses notes, des familles modèles. Mais derrière ces murs épais se jouait une toute autre partition. Des serviteurs privés du droit de tomber malades, des ouvriers dont l'intimité était passée au crible par des inspecteurs, des épouses et des enfants soumis à des règles qu'ils n'avaient jamais choisies. Aujourd'hui, certains domaines de Ford brillent encore comme des musées, tandis que d'autres s'enfoncent dans le délabrement, étouffés par les herbes folles, emportant avec eux le souvenir de ceux dont l'épuisement a payé cet éclat. Qu'était-ce réellement ? Le rêve d'un monde meilleur ou un théâtre de contrôle monumental où, même sous les lustres les plus fastueux, personne ne se sentait véritablement libre ? Si cette exploration au cœur de l'architecture de l'âge d'or et des dynasties qui l'ont façonnée vous passionne, je vous invite à manifester votre intérêt et à vous abonner. Vos commentaires et votre soutien sont le souffle qui permet à ces chroniques détaillées d'exister. N'hésitez pas à me suggérer quelle demeure mériterait, selon vous, notre prochaine escale. Chapitre 1er. Le manoir sous les bâches. Ce qui frappe aujourd'hui le visiteur de Fairlane, ce n'est pas sa grandeur, mais l'échafaudage qui l'étreint. Des bâches bleues s'agrippent aux pans de murs en calcaire. Des fissures arachnéennes parcourent les cadres de fenêtres qui abritaient jadis des verres soufflés à la main. Les jardins, autrefois célèbres pour leurs milliers de roses et leurs oiseaux rares, livrent désormais une bataille silencieuse contre l'abandon et l'érosion des budgets de restauration. Voici la résidence principale d'Henry Ford, un homme qui, à son apogée, comptait parmi les plus riches de cette terre. L'homme qui a transformé la mobilité mondiale, révolutionné l'industrie et permis aux familles ordinaires de s'offrir une automobile. Et pourtant, sa propre demeure attend, partiellement drapée de voiles de protection, des fonds de restauration qui semblent ne jamais arriver à temps. Fairlane devait se distinguer des palais de la concurrence. Là où les Vanderbilt érigeaient des châteaux français sur la 5e avenue et les Carnegie saturèrent leurs intérieurs d'art européen et de plafonds dorés, Ford aspirait à autre chose. Il voulait une maison qui semble jaillir du sol, un sanctuaire où la nature et la machine coexisteraient en parfaite symbiose. Le domaine s'étend sur plus de 1000 acres le long de la rivière Rouge, à Dearborn. Ford et son épouse Clara ont choisi cette terre avec soin. Assez proche des usines pour y accéder rapidement, mais assez loin pour échapper au vacarme et aux fumées de Détroit. Un refuge, mais pas un exil. Une demeure, mais aussi un manifeste sur l'organisation de la vie. Commencée en 1914, la construction dura près de 2 ans, mêlant le style prairie aux traditions des manoirs anglais. 56 pièces se déploient à travers plusieurs ailes, tandis qu'une centrale électrique privée tire l'énergie directement de la rivière. C'était l'expérience personnelle de Ford en matière d'autosuffisance. Le message était limpide. Ce domaine ne dépendrait de personne. Mais comprendre Fairlane, c'est comprendre ce qu'elle cherchait à fuir et surtout ce qu'elle cherchait à dompter. Henry Ford abhorrait le désordre. Il détestait l'imprévisibilité, le chaos urbain et l'inefficacité des existences sans structure. Ses usines fonctionnaient sur des horaires rigides et des mouvements millimétrés. Fairlane devait être la version domestique de cette philosophie. Les jardins suivaient des arrangements botaniques stricts. À l'intérieur, les domestiques empruntèrent des parcours désignés, surgissant et disparaissant par des portes dérobées selon un emploi du temps où chaque heure était comptée. Clara Ford apportait une touche de confort, une qualité sans ostentation. Elle choisissait des meubles robustes, des tissus pérennes et des tons apaisants. Son influence adoucissait les angles de la maison, l'empêchant de devenir un simple monument à l'excès. Henry, quant à lui, expérimentait. La maison devint son laboratoire. Nouveau système de chauffage, configurations électriques inédites, matériaux de pointe. Les invités se retrouvaient parfois, malgré eux, cobayes des dernières théories de Ford sur le régime alimentaire, l'éclairage ou le sommeil. Ce qui fonctionnait à l'usine devait, selon lui, fonctionner dans un salon. De l'extérieur, Fairlane exhalait la paix.
Mais cette sérénité était soumise à une condition, l'acceptation totale de règles imposées. Les serviteurs furent les premiers à le comprendre. La famille l'apprendrait plus tard. Ce modèle de contrôle allait se propager dans chaque recoin de son empire, fondé non seulement sur la voiture, mais sur la conviction que la vision d'un seul homme devait régir la vie de tous les autres. Chapitre 2. Fairlane, la maison qui domptait le chaos. Travailler à Fairlane signifiait bien plus que préparer des repas. C'était se soumettre à un système. Dans les couloirs de service, chaque cloche correspondait à une attente précise. Lorsqu'elle sonnait, le temps de réaction était chronométré. Le personnel, composé de dizaines d'employés, n'était pas seulement là pour servir, mais pour être invisible. Les escaliers dérobés n'étaient pas des commodités architecturales, mais des instruments d'effacement. L'obsession de Ford pour le contrôle s'immisçait jusque dans l'assiette. Ses théories diététiques dictaient le menu: soja, céréales complètes et légumes du domaine. Le goût passait après l'efficacité. La même logique s'appliquait au temps. Ford se levait tôt et attendait la même discipline d'autrui. Le loisir devait être productif. Les promenades étaient des inspections. Les lectures devaient confirmer ses propres convictions. Cette atmosphère laissait les visiteurs divisés. Certains y voyaient un havre de paix, d'autres s'y sentaient épiés, évalués en permanence. Les anciens employés décrivent aujourd'hui un mélange de générosité et d'imprévisibilité. Ford payait bien, offrait des logements, mais la loyauté pouvait s'évaporer au moindre faux pas. Les règles étaient claires jusqu'à ce qu'elles changent sans prévenir. Ce schéma, un contrôle déguisé en bienveillance, était la marque de fabrique de l'Empire Ford. Fairlane n'était que le premier laboratoire où l'on testait comment imposer l'ordre au chaos de l'existence humaine. Au-delà des murs de pierre du domaine, une expérience d'une toute autre envergure prenait déjà forme. À quelques milles de là, l'usine de Rouge River devenait l'un des plus vastes complexes industriels au monde. Et entre l'usine et le manoir, Ford bâtissait autre chose. Des rangées de petites maisons, des pelouses tondues de près, des fenêtres identiques tournées vers des rues immuables. Un quartier dessiné non par ses habitants, mais par l'homme qui les employait. Si Fairlane était le laboratoire privé de Ford, ces quartiers ouvriers allèrent devenir son laboratoire public, un lieu où les principes testés à l'abri des regards de son manoir s'appliquaient désormais à des centaines de foyers. Ici, la frontière entre l'employeur et le propriétaire s'effaçait jusqu'à disparaître. Chapitre 3. Les rues modèles. Le quartier historique des Ford Homes. Ces maisons semblaient tout droit sorties d'un catalogue. Des structures de briques soignées, nichées au cœur de Dearborn, à quelques minutes seulement des chaînes de montage. Pour des familles ayant connu l'insalubrité des taudis surpeuplés ou des pensions de familles exiguës, ces demeures représentaient une promesse presque irréelle. Imaginons Tom et Anna, des noms d'emprunt pour protéger ces récits dont il ne reste que des fragments. Enfants d'immigrés, ils connaissaient l'épuisement des journées d'usine sans le salaire qui va avec. En recevant les clés de leur maison Ford au début des années 1920, l'émotion fut sans doute immense. L'eau courante, une cuisinière à gaz, une salle de bain intérieure et un petit jardin où les enfants pouvaient jouer sans craindre les tramways. Pour eux, le programme de logement Ford semblait être le remède à tous leurs maux. Le loyer était modeste, le quartier sûr, ordonné. Loin du chaos des quartiers ouvriers de Détroit, ces rues ressemblaient à un pays de cocagne. Mais ces clés étaient assorties d'un pacte tacite. Le logement était lié à l'emploi. Perdre son poste chez Ford, c'était perdre son toit. Il n'existait aucune cloison entre l'échec professionnel et la catastrophe personnelle. La sécurité du foyer dépendait de la stabilité d'un poste qui, chez Ford, ne l'était jamais vraiment. Et les règles allaient bien au-delà du travail. Le département sociologique de Ford, un nom qui frise aujourd'hui le sarcasme, mais qui était d'un sérieux absolu à l'époque, dépêchait des enquêteurs dans l'intimité des foyers. Ils inspectaient la propreté, s'enquéraient des habitudes de consommation d'alcool, vérifiaient si les enfants fréquentaient l'école ou si les épouses géraient sagement le budget. Ce qui passait pour une simple inspection domestique devenait l'audit d'une vie entière. L'objectif officiel était l'amélioration sociale. Ford pensait que des salaires élevés ne servaient à rien si l'ouvrier les gaspillait au jeu ou à l'alcool. Il voulait forger non seulement des employés, mais des citoyens modèles. La célèbre « journée à 5 $ » avait un prix. Pour y prétendre, il fallait passer l'inspection. Leur vie devait s'aligner sur la vision fordienne de la moralité américaine.
Pour certaines familles, ce fut un soutien précieux, des conseils en nutrition, des cours d'anglais, une aide pour naviguer dans la bureaucratie du XXe siècle naissant. Pour d'autres, ce fut une surveillance étouffante. Les questions plongèrent dans le privé. Combien avez-vous dépensé le mois dernier? Votre mari boit-il? La limite entre l'aide et l'intrusion s'évanouissait. Les voisins apprenaient à se surveiller. Une pelouse mal entretenue ou une rumeur de dispute conjugale pouvait déclencher une enquête. Sous le calme de ces rues magnifiques coulait un courant d'anxiété permanent. La sécurité, dans le monde de Ford, était toujours révocable. Les maisons sont encore là aujourd'hui, mais elles racontent une histoire bien plus complexe qu'une simple brochure immobilière. Chapitre 4. Gauclair Point, la cage dorée d'Edsel et Eleanor. Sur les rives du lac Sainte-Claire, la maison de pierre ne ressemblait en rien à Fairlane. Là où le domaine de Henry Ford prônait l'autosuffisance et l'austérité expérimentale, la demeure de son fils Edsel et de sa belle-fille Eleanor suivait une vision radicalement différente. Une architecture inspirée des Cotswolds, des fenêtres à petits bois de plomb, des murs de calcaire semblant émerger de la terre et des jardins glissant vers l'eau avec une élégance séculaire, bien que la bâtisse fût à peine sortie de terre. Edsel Ford avait passé sa vie au cœur d'une contradiction. Héritier d'une des plus grandes fortunes américaines, il travaillait sous les ordres d'un père qui se méfiait de la richesse héritée. Il aimait l'art moderne, le design européen, l'innovation architecturale, autant de goûts que son père considérait au mieux avec suspicion et au pire avec mépris. Edsel voulait bâtir de la beauté, Henry voulait bâtir de l'utilité. Le domaine de Gauclair Point devint la réponse d'Edsel à ce conflit. S'il ne pouvait transformer la Ford Motor Company à son image, il pouvait au moins façonner son foyer. Albert Kahn, l'architecte des gigantesques usines Ford, reçut ici une mission d'un autre genre. Pas d'acier apparent, pas de logique de chaîne de montage. Kahn créa une demeure qui semblait avoir traversé les siècles, faite de pierres taillées à la main et de cheminées monumentales, dégageant une chaleur que les couloirs rigides de Fairlane n'avaient jamais connue. Eleanor Ford remplit ses pièces d'œuvre de Diego Rivera ou de Paul Cézanne, des toiles qui défiaient tout ce que le patriarche Henry trouvait suspect dans la culture moderne. Les murs de Gauclair Point devinrent une rébellion silencieuse, une galerie de goût que le père ne pouvait contrôler. Mais la rébellion a ses limites quand le rebelle dépend encore de l'Empire. Après les réceptions, Eleanor s'aventurait parfois sur la terrasse surplombant le lac. Au-delà des eaux calmes, de l'autre côté de l'étalement urbain, l'usine de Rouge River embrasait le ciel nocturne. Des fourneaux qui ne refroidissèrent jamais, des chaînes qui ne s'arrêtaient jamais, la source même de tout ce luxe. Eleanor comprenait l'équation. La pierre sous ses pieds, les tableaux sur ses murs, les jardins où ses enfants jouaient, tout cela prenait racine dans ces feux lointains. Elle gérait cette réalité par la philanthropie, mais l'équation restait inchangée. La beauté ici était achetée par le labeur là-bas. Le confort de cette maison était subventionné par le sacrifice de milliers d'autres. Pendant les années 30, Edsel s'étiolait, des maux d'estomac que la médecine peinait à nommer, une fatigue tenace. Le stress s'accumulait tandis qu'il perdait bataille après bataille face aux décisions de son père. Henry Ford avait une vision figée de l'entreprise et cette vision excluait les changements qu'Edsel jugeait vitaux. Les idées du fils étaient systématiquement balayées, ses nominations annulées, son autorité discrètement sapée par des lieutenants qui ne rendaient de compte qu'au patriarche. La Maison du Lac devint alors un refuge contre ces luttes intestines. Un lieu où Edsel pouvait arpenter les jardins sans croiser le regard désapprobateur de son père, et où Eleanor pouvait élever leurs enfants selon des valeurs subtilement mais radicalement différentes de celles qui régissaient Fairlane. Pourtant, même ici, l'ombre portée du père s'étendait. Chaque confort, chaque objet d'art, chaque instant de paix dépendait du succès ininterrompu de l'entreprise. Gauclair Point était une cage, certes plus douce que Fairlane, mais une cage tout de même. Et loin au sud, dans une jungle qu'aucun d'entre eux ne visiterait jamais, Henry Ford était en train de bâtir la plus vaste de toutes les prisons. Chapitre 5. Fordlandia. Le palais cité érigé au cœur de la jungle. Le télégramme arriva à Dearborn avec des chiffres capables de faire vaciller n'importe quel homme d'affaires. 2,5 millions d'acres. Une étendue plus vaste que certains États américains, cédée par le gouvernement brésilien. Cette concession promettait à Henry Ford ce qu'il n'avait jamais totalement possédé, le contrôle absolu sur sa chaîne d'approvisionnement.
Le caoutchouc était le sang de son empire, consommé par tonnes pour les pneus, les courroies et les joints. Jusqu'alors, cette ressource dépendait des décisions de gouvernements lointains en Asie du Sud-Est. Pour un homme dont l'obsession était l'autarcie, cette dépendance était intolérable. La solution lui parut simple, faire pousser son propre caoutchouc. Dans le bassin amazonien, berceau originel de l'EVA, Ford décida de bâtir non seulement une plantation, mais une ville entière qui ne répondrait qu'à ses ordres. Fordlandia commença à émerger de l'enfer vert en 1928. Des cadres américains débarquèrent avec des plans tracés dans le Michigan, des rues en damier, des maisons au style Midwest avec leurs bardages de bois et leurs porches soignés. Un château d'eau frappé du logo Ford dominait l'ensemble, aux côtés d'un hôpital, d'écoles et d'une place centrale où les ouvriers vivaient sous l'œil constant de la compagnie. L'objectif n'était pas seulement de produire, mais de transformer. Ford était convaincu que ses méthodes et ses valeurs pouvaient être exportées partout. La jungle n'était à ses yeux qu'une matière première à organiser et la population locale une main-d'œuvre à civiliser. Imaginons un ouvrier arrivant à Fordlandia en 1929, attiré par des salaires miraculeux. Ce qu'il découvrit fut un univers étranger. On y servait du porridge, du pain complet et des légumes en conserve. Une diète que Ford jugeait propice à l'efficacité au détriment des saveurs locales. L'alcool était proscrit. En lieu et place des tentes où les travailleurs se retrouvaient jadis, Ford imposait des activités saines. Danses folkloriques américaines, lecture de poésie et concours de jardinage. Ces divertissements, naturels à Dearborn, semblaient étrangement mis en scène sous la chaleur tropicale écrasante. Le travail suivait la logique implacable de l'usine, avec ses horloges de pointage et ses tâches supervisées. Mais la jungle obéit à ses propres rythmes. Les EVA produisent davantage si on les saigne dans la fraîcheur précédant l'aube et non durant les horaires de bureau standardisés imposés par des managers formés à la chaîne de montage. L'architecture même trahissait la hiérarchie. Les cadres américains logeaient sur les hauteurs dans des maisons ventilées et protégées par des moustiquaires, tandis que les Brésiliens étaient parqués près de la rivière, là où la malaria frappait par vagues successives. Fordlandia n'était pas qu'une plantation, c'était la philosophie de Fairlane étendue à l'échelle d'une cité, un rêve imposé à des milliers d'âmes qui n'avaient jamais demandé à habiter le songe d'un autre. Et comme tout rêve imposé, celui-ci allait finir par provoquer un réveil brutal. Chapitre 6. Révolte à la cafétéria. Le point de rupture fut atteint lors d'un repas, en décembre 1930. La saison des pluies avait transformé les routes en fleuves de boue et les moustiques étaient si denses qu'il fallait se voiler le visage pour respirer. Le moral était au plus bas lorsque la direction annonça une nouvelle règle. Les ouvriers ne seraient plus servis à table. Ils devraient désormais faire la queue, recevoir leur nourriture sur des plateaux et manger selon des roulements précis. La logique de l'assemblage appliquée à la digestion. Pour ces hommes qui enduraient depuis des mois des règles étrangères et des supérieurs méprisants, ce fut l'insulte de trop. La frontière entre l'ordre et l'humiliation venait d'être franchie. Les cris couvrirent bientôt le fracas des plateaux. Les tables furent renversées, les fenêtres volèrent en éclats. La cafétéria, symbole de la discipline Ford, devint un champ de bataille. Les cadres américains s'enfuirent vers la rivière, certains réquisitionnant des bateaux dans la panique pour observer, depuis l'eau, leur ville modèle sombrer dans le chaos. Il fallut l'intervention de l'armée brésilienne pour rétablir un calme précaire. Les dégâts matériels étaient réparables, mais l'illusion, elle, était brisée. La révolte avait mis à nu ce que les dirigeants refusèrent de voir. Les ouvriers n'étaient pas des rouages interchangeables, mais des êtres dotés de leur propre fierté. Au-delà de cette crise humaine, le cœur même du projet, le caoutchouc, s'effondrait. Les planificateurs de Ford avaient-ils commis une erreur écologique fatale? En Asie, les EVA poussaient en rangées espacées pour freiner les maladies. Mais dans leur habitat naturel amazonien, ils étaient la proie d'un champignon dévastateur, le flétrissement sud-américain des feuilles. Dans la forêt sauvage, les arbres sont isolés, ce qui limite la propagation du mal. En les plantant dans des rangées denses et parfaitement ordonnées, Ford avait créé les conditions idéales pour un désastre. Le champignon sauta d'arbre en arbre, transformant les vergers en champs de ruines noircies.
Les ouvriers locaux et les experts brésiliens avaient prévenu, car ils connaissaient la logique de la forêt. Mais à Fordlandia, on n'écoutait que la voix de Détroit. Leurs avertissements furent consignés, puis balayés d'un revers de main. Les décideurs de Dearborn connaissaient les usines. Ils maîtrisaient les chaînes de montage, mais ils ignoraient tout de l'agriculture tropicale. Plus grave encore, ils étaient convaincus de n'avoir rien à apprendre. Au milieu des années 1930, Fordlandia sombrait sur tous les fronts. Les objectifs de production restaient d'éternelles chimères, les coûts explosaient et les rendements s'étiolaient. L'hôpital voyait défiler des vagues incessantes de patients terrassés par le paludisme ou la dengue, plus vite que la main-d'œuvre ne pouvait se régénérer. Cette cité modèle, censée porter l'étendard de la civilisation américaine dans la jungle, devenait le cas d'école d'une arrogance aveugle. La réaction de Ford fut caractéristique. Il ne renonça pas, il s'obstina. Un second site, Belterra, fut établi sur des terres plus hautes, au sol prétendument plus fertile. Les capitaux continuèrent d'affluer. De nouvelles machines remontèrent le fleuve et des managers fraîchement débarqués apportèrent avec eux un optimisme de façade, lesté des mêmes préjugés. Henry Ford, lui, ne visita jamais ces lieux, pas une seule fois. Il dirigeait ce projet titanesque depuis Dearborn, analysant des rapports et des photographies filtrées par une hiérarchie soucieuse de lui dire ce qu'il voulait entendre. Pour lui, l'Amazonie n'était qu'une abstraction, un problème de géométrie et de logistique que la rigueur américaine suffirait à résoudre. Pendant ce temps, ceux qui vivaient réellement à Fordlandia s'adaptaient dans l'ombre. Les ouvriers introduisirent de l'alcool en fraude, les familles cuisinaient leurs plats traditionnels dès que les superviseurs détournèrent les yeux et les réseaux sociaux informels tissaient leur propre rythme sous le vernis des emplois du temps imposés. La ville qui devait les transformer était devenue, malgré elle, un monument aux limites du contrôle humain, une anomalie dressée au cœur d'une forêt vierge qui refusait de se comporter comme un atelier d'assemblage. Chapitre 7. Quand les lumières des palais s'éteignent. L'empire bâti par Henry Ford vieillit plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Le patriarche s'éteignit le 7 avril 1947 lors d'une panne d'électricité à Fairlane. Quelle ironie tragique pour l'homme qui avait érigé sa propre centrale hydroélectrique par pur souci d'autosuffisance. Il rendit son dernier souffle à la lueur des bougies, alors que la rivière Rouge en crue venait de noyer ses générateurs. Il avait 83 ans. Clara le suivit moins de 3 ans plus tard. La demeure, autrefois vibrante d'une activité millimétrée, sombra dans le silence. Pendant un temps, la Ford Motor Company entretint la propriété sans trop savoir que faire de ce colosse de 56 pièces que plus personne ne souhaitait habiter. Finalement, Fairlane fut cédée à l'Université du Michigan. Mais l'institution n'avait pas les moyens d'une telle démesure. Les réparations différées s'accumulèrent comme des dettes impayées. L'eau s'infiltra dans le calcaire, les poutres pourrirent dans des recoins invisibles au public, et les jardins que Clara avait tant aimés devinrent une jungle impénétrable. La centrale électrique, jadis symbole de la maîtrise de l'homme sur les éléments, se tut définitivement, ses turbines rouillant dans l'oubli. Fairlane ne fut pas la seule à péricliter. En 1962, la Rotonde Ford, cette immense hall d'exposition qui avait accueilli des millions de visiteurs, fut réduite en cendres en moins d'1 heure lors de travaux de toiture. Les photographies de l'époque montrent une colonne de fumée s'élevant sur Dearborn comme un bûcher funéraire pour toute une époque. D'autres points de repère disparurent simplement sous les coups des démolisseurs. Les usines furent rasées, les quartiers ouvriers remodelés jusqu'à l'effacement. Pièce par pièce, l'infrastructure physique de l'Empire Ford fut gommée, remplacée par des parkings et des zones commerciales sans âme. À Gokler Point, le destin choisit une autre voie. Edsel Ford était mort en 1943, 4 ans avant son père, consumé par la maladie et l'éternelle lutte contre l'ingérence d'Henry. Éléonore resta seule dans la maison du lac, élevant ses enfants et veillant sur les jardins qui avaient offert à son époux ces rares instants de paix. Elle comprenait mieux que quiconque ce que ce domaine représentait et refusait de le laisser aux mains d'héritiers qui l'auraient vendu au plus offrant. Les rives du lac Sainte-Claire représentaient, et représentent toujours, une manne immobilière colossale. Sans protection, la demeure de pierre et ses jardins auraient été inexorablement morcelés, les pelouses bitumées et la collection d'art dispersée aux enchères. En 1976,
Eleanor Ford fit un geste décisif en faisant don du domaine à une fondation publique. Le manoir devint un musée. Les jardins s'ouvrirent à des visiteurs qui n'auraient jamais franchi les grilles du vivant de la famille. Des pièces conçues pour l'intimité accueillent désormais des groupes scolaires, des passionnés d'architecture et des touristes de passage. Ce qui était privé est devenu commun, ce qui était exclusif est devenu accessible. Pourtant, cette générosité porte en elle les échos des anciennes contradictions. Les guides qui mènent les visites aujourd'hui racontent une histoire soigneusement orchestrée. On admire l'art, on s'extasie sur l'architecture, mais le labeur qui a permis tout cela, les ouvriers de Rouge River, les domestiques s'activant dans les couloirs de service, les jardiniers maintenant ces bordures impeccables, n'apparaît que dans les notes de bas de page. À Dearborn, le quartier historique des Ford Homes a survécu davantage par ténacité que par stratégie. Certaines familles d'origine sont restées, transmettant leur maison de génération en génération malgré la pression fiscale. D'autres sont parties, remplacées par des résidents ignorant tout du département sociologique, des inspections intrusives ou de la précarité des premiers baux. À la fin du XXe siècle, le quartier a obtenu son classement historique, le protégeant de la démolition, mais le figeant également dans un instantané temporel. Les façades sont restées les mêmes, mais les drames humains qui se sont joués derrière ces murs de briques sont devenus presque invisibles. Et au Brésil, Fordlandia a entamé son chapitre le plus long, non plus comme une ville industrielle, mais comme un lieu étrange, où le passé refuse de s'effacer totalement. Là-bas, les machines rouillées côtoient le béton neuf, et les enfants jouent dans l'ombre des bâtiments où travaillaient leurs arrière-grands-parents. Les lumières des palais se sont éteintes, mais les peuples qui ont vécu au sein de ces systèmes, dans les domaines, les rues modèles ou les cités de la jungle, ont continué à s'approprier ces espaces bien après que la vision originelle se soit évaporée. Chapitre 8. L'œuvre silencieuse du sauvetage. L'échafaudage s'est élevé lentement, si lentement que certains se sont demandé s'il redescendrait un jour. La restauration de Fairlane n'a pas commencé par des cérémonies grandioses, mais par de petites réparations dans des recoins oubliés. Une fuite colmatée ici, une poutre stabilisée là-bas dans un couloir désaffecté. Ce travail de l'ombre, financé par des dons trop modestes pour faire la une des journaux, était pourtant vital. Ceux qui ont entrepris cette tâche ont compris une vérité que les bâtisseurs originaux ignoraient. Préserver n'est pas geler le temps, c'est choisir quelles histoires ont le droit de survivre. David, un tailleur de pierre, a passé des mois à réapprendre le langage du calcaire d'origine. La carrière qui avait fourni Fairlane avait fermé depuis des décennies. Trouver une pierre qui ne jure pas avec l'ancienne a nécessité des recherches épuisantes et de longs processus d'essai. Chaque nouveau bloc devait se fondre dans les murs posés un siècle plus tôt, dissimulant la cicatrice où le présent vient effleurer les ambitions du passé. Dans les archives, une jeune chercheuse nommée Maria a exhumé des boîtes que personne n'avait ouvertes depuis des lustres. Des lettres de domestiques, des factures de fournisseurs locaux, des emplois du temps détaillants qui travaillaient où et pour quel salaire. Le papier était cassant, l'encre s'effaçait. En assemblant ces fragments, une image inédite de Fairlane a commencé à émerger. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un couple richissime dans une grande maison de pierre, mais la carte d'un écosystème entier. Des jardiniers bravant les hivers du Michigan, des cuisiniers adaptant les menus aux caprices diététiques d'Henry Ford, des mécaniciens veillant sur les turbines lors des tempêtes. Des noms n'apparaissant dans aucune biographie officielle ont soudain surgi des dossiers, rattachés à des vies qui s'étaient déroulées presque entièrement entre les limites du domaine. L'équipe de restauration a alors fait un choix qui aurait profondément déconcerté Henry Ford. Ils décidèrent de tout raconter. Non seulement les innovations techniques et la splendeur architecturale, mais aussi les conditions de vie et le prix humain de cette démesure. Les couloirs de service allaient désormais faire partie intégrante des visites guidées. L'histoire des ouvriers s'écrirait désormais aux côtés de celle des propriétaires. Fairlane cesserait d'être un simple sanctuaire dédié à la vision d'un seul homme pour devenir le témoin honnête de la manière dont cette vision a façonné et a été façonnée par chaque âme qu'elle a touchée. Cette approche exigeait des ressources que les budgets de conservation classiques couvrent rarement. Des projets d'histoire orale pour recueillir les mémoires avant qu'elles ne s'éteignent, des actions auprès des communautés pour retrouver les anciens employés et leurs familles, des programmes éducatifs conçus non pour flatter le visiteur,
mais pour l'inviter au cœur d'une vérité plus complexe. Le progrès restait lent, précisément parce que ce travail était mené avec une minutie extrême, en prêtant l'oreille à ces voix que les générations précédentes traitaient comme un simple bruit de fond. Des efforts similaires virent le jour ailleurs, chacun suivant son propre sillage. Dans le quartier historique des Ford Homes, les résidents de longue date commencèrent à bâtir leurs propres archives. Ils enregistrèrent les conversations avec leurs voisins les plus âgés qui se souvenaient encore des inspections, des politiques de loyer et des premiers jours dans ces rues modèles. Ils photographièrent les détails originaux avant que les rénovations ne les effacent, rassemblant des documents et des récits qu'aucune institution officielle n'avait jamais daigné collecter. James, un ouvrier de l'automobile à la retraite dont le grand-père fut l'un des premiers locataires, devint l'historien officieux de son pâté de maison. Il savait quelles demeures conservaient leurs plans d'origine et lesquelles avaient été dénaturées par le temps. Il connaissait les dynasties familiales ancrées là depuis des générations et celles parties après un unique conflit avec la compagnie. Il portait en lui les récits des inspections réussies ou ratées, l'entraide silencieuse des voisins pendant les vagues de licenciements, et ce mélange de sentiments complexes envers une entreprise qui offrait un toit tout en dictant les conditions de son usage. Ces projets ont fleuri pour la plupart sans soutien institutionnel, sans grandes subventions ni brochures glacées. Ils étaient simplement portés par des citoyens comprenant intimement que leur histoire importait, même si personne ne l'avait jamais couché sur le papier. Ce travail de mémoire se poursuit aujourd'hui, inachevé, sous-financé, mais obstinément vivant. Chaque pierre replacée à Fairlane, chaque souvenir consigné à Dearborn, chaque photographie sauvée d'un album de famille est un petit acte de réappropriation. Désormais, ces édifices appartiennent moins à l'homme qui les a commandés qu'à ceux qui acceptent d'en prendre soin et de raconter, sans phare, ce qui s'est réellement passé entre leurs murs. Et nulle part cette transformation silencieuse n'est plus inattendue que dans cette cité de la jungle délaissée par Henry Ford. Un lieu où, parmi les ruines d'une expérience ratée, une communauté a appris à vivre selon ses propres termes. Chapitre 9. La seconde vie de Fordlandia. Le château d'eau porte encore le logo Ford. La rouille en a adouci les contours, transformant les lettres acérées en spectres d'elles-mêmes, mais le nom reste visible depuis la rivière. Un repère métallique sur le Tapajos, pointant vers une ville qui aurait dû disparaître et qui ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, Fordlandia abrite près de 3000 âmes. Ce ne sont ni des fantômes, ni des touristes. Ce sont des familles qui s'éveillent chaque matin dans des maisons bâties jadis pour les ouvriers américains du caoutchouc, qui envoient leurs enfants dans des écoles construites avec les dollars du Michigan et qui font leurs courses dans de petites échoppes, occupant des bâtiments dont l'usage corporatif originel a sombré dans l'oubli. On s'attendait à ce que la ville meure au départ de Ford. En 1945, l'entreprise revendit l'intégralité de l'opération au gouvernement brésilien pour une fraction dérisoire de ce qu'elle avait dépensé. À Dearborn, les cadres passèrent les pertes par pertes et profits avant de tourner la page. Le rêve du caoutchouc était mort. La jungle, pensait-il, allait tranquillement reprendre ses droits. Mais l'humain ne suit pas la logique des entreprises. Les ouvriers qui avaient bâti leur vie à Fordlandia ne voyaient aucune raison de partir simplement parce que des actionnaires lointains s'étaient désintéressés du projet. Les maisons tenaient debout, l'hôpital fonctionnait encore et la terre, bien que peu propice à l'EVA, permettait d'autres cultures. Ils sont donc restés. Les décennies ont passé. Les machines américaines ont rouillé sur place, trop lourdes à déplacer, trop chères à réparer, absorbées par le paysage tel des fossiles industriels. Des enfants ont grandi en jouant dans des entrepôts désaffectés, transformant les tapis roulants en poutres d'équilibre et escaladant le château d'eau que leurs grands-parents avaient aidé à ériger. Ils n'ont pas appris l'histoire dans les manuels, mais dans les vestiges physiques qui les entouraient chaque jour. Une enseignante nommée Lucia, que ses élèves appellent simplement la professeure, dispense aujourd'hui des leçons qu'aucun programme scolaire de Dearborn n'aurait pu imaginer. Elle guide ses classes à travers les anciennes rangées de la plantation, désignant du doigt l'endroit où les EVA se dressaient autrefois, avant que le flétrissement n'en vienne à bout. Elle montre les maisons des cadres sur la colline, toujours plus vastes et mieux ventilées que les quartiers ouvriers en contrebas. Elle explique ce que ces disparités signifiaient alors et ce qu'elles murmurent encore aujourd'hui. Son enseignement ne vise pas à cultiver le ressentiment. Lucia apprend à ses élèves à comprendre le passé pour ne plus en être les prisonniers.
Les Américains sont arrivés avec leur fortune, leur certitude et un plan qui ignorait les savoirs ancestraux. Ils ont échoué. Puis ils sont partis. Mais la ville, elle, est restée. Et ceux qui sont demeurés ont bâti une vie nouvelle sur les décombres de l'abandon. Des chercheurs arrivent de temps à autre, attirés par le statut étrange de Fordlandia, cette utopie déchue. Des photographes cadrent les infrastructures déclinantes enveloppées de lianes, capturant la collision entre la croissance tropicale et les ruines industrielles. Des journalistes rédigent des articles sur la démesure, le colonialisme et les limites du pouvoir des grandes entreprises. Ils viennent, ils observent, ils prennent des notes et des clichés, puis ils repartent. Les habitants ont appris à recevoir ces visiteurs sans les laisser définir l'identité de leur ville. Oui, Fordlandia a une origine hors du commun. Oui, ces ruines sont photogéniques, mais ce n'est pas un musée. C'est un lieu où l'on travaille, où l'on se dispute pour des factures, où l'on célèbre des mariages et où l'on s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, peu importe les spectres d'il y a 90 ans. Certains vieux bâtiments ont trouvé une seconde vie. Un entrepôt abrite désormais du matériel agricole. Un ancien bureau administratif accueille une petite clinique. Un édifice autrefois réservé aux réunions de la direction héberge aujourd'hui des services religieux et des assemblées citoyennes. L'infrastructure du contrôle a été discrètement détournée pour servir des besoins que les planificateurs de Ford n'avaient jamais envisagés, faute d'avoir jamais demandé à la communauté ce qu'elle désirait. La jungle, quant à elle, s'est révélée plus résiliente que ne l'avaient prédit les ingénieurs de Dearborn. Des projets de reforestation remplacent désormais les plantations d'EVA par des espèces indigènes. Des jeunes qui, autrefois, seraient repartis vers les grandes cités, trouvent aujourd'hui du travail dans la restauration environnementale. Ils transforment le site d'une erreur écologique en un laboratoire vivant de la régénération. Fordlandia est devenu ce qu'Henry Ford n'aurait jamais pu concevoir, un lieu qui appartient à ceux qui l'habitent et non à l'entreprise qui l'a bâti. C'est un rappel que le contrôle, aussi total soit-il, finit toujours par rencontrer ses limites. Chapitre 10. Des rues qui apprennent à parler. Chaque année, en août, une fête de quartier anime désormais les rues. Des tables pliantes s'étendent sur des pelouses que les inspecteurs de la compagnie mesuraient autrefois avec une rigueur obsessionnelle. Les enfants se poursuivent entre des maisons dont les premiers locataires vivaient sous une évaluation constante. L'odeur des grillades flotte dans l'air, là où ne régnèrent jadis que la fumée des usines et une sourde anxiété. Le quartier historique des Ford Homes est devenu ce que ses concepteurs n'avaient jamais voulu, un véritable voisinage. Ce n'est plus une communauté modèle, ni un projet de démonstration, ni un laboratoire d'ingénierie sociale. C'est simplement un endroit où l'on connaît le nom de ses voisins, où l'on surveille les enfants des autres, où l'on se querelle pour une place de parking ou une limite de propriété. Les rues, construites pour mettre en scène la bienveillance de l'entreprise, ont été reconquises par la chaleur désordonnée de la vie humaine. Margaret vit sur Norwood Street depuis 43 ans. La famille de son mari faisait partie des premiers occupants dans les années 1920, à l'époque où les maisons étaient neuves et les règles inflexibles. Elle se souvient des récits de sa belle-mère sur les visites du département sociologique. Le nettoyage frénétique avant l'arrivée des inspecteurs, les réponses répétées aux questions prévisibles et ce soupir de soulagement une fois la porte refermée. Ces jours semblent lointains aujourd'hui, presque impossibles à imaginer. Les petits-enfants de Margaret courent aujourd'hui dans ces mêmes pièces où leurs aïeux chuchotaient jadis de peur d'être surpris. Les murs, témoins de tant de rôles soigneusement interprétés, absorbent désormais le vacarme des anniversaires, les éclats de voix des dîners de fête, le claquement des portes et les disputes que plus personne ne cherche à étouffer. Le classement au patrimoine, lorsqu'il fut acté, suscita des sentiments contraires. Pour certains, c'était un rempart indispensable contre les promoteurs qui rôdèrent depuis des années, impatients de raser ces vieilles briques pour ériger du neuf, du brillant, du rentable. Pour d'autres, c'était une nouvelle entrave, la crainte qu'on leur dicte la couleur de leur porte, troquant une forme de contrôle pour une autre. Le compromis naquit de réunions de quartier qui s'étiraient tard dans la nuit. Les habitants préserveraient le caractère historique des lieux, mais resteraient maîtres chez eux. Les experts conseilleraient, mais ne commanderaient pas. Le quartier honorerait son passé sans en devenir l'otage.
Aujourd'hui, des visites guidées sillonnent ces rues autrefois réservées aux employés et à leurs familles. Les guides, souvent des résidents de longue date, racontent ce que les brochures de l'entreprise n'ont jamais imprimé. Ils parlent de ces salaires qui semblaient miraculeux et de cette surveillance qui paraissait étouffante. De la gratitude sincère et du ressentiment soigneusement dissimulé. De l'héritage complexe qu'est celui d'habiter une maison bâtie par des gens qui voulaient régenter votre vie privée. Robert mène l'une de ces visites chaque mois. Son grand-père a travaillé à l'usine de rouge pendant 31 ans, foulant ses trottoirs des milliers de fois, élevant ses enfants dans une maison qui ne fut jamais tout à fait la sienne malgré des décennies de loyer. Robert raconte aux visiteurs le choc de découvrir le dossier d'employé de son aïeul dans les archives. Rapport d'inspection, évaluation morale, les détails documentés d'une vie intime devenue propriété de la firme. Ce dossier a d'abord suscité la colère de Robert, puis la tristesse, et enfin une détermination farouche. Il s'est mis à enregistrer les témoignages des plus anciens, capturant les souvenirs avant qu'ils ne s'effacent. Son projet est devenu une archive informelle, des caisses de photos et de documents entassés dans son sous-sol. Une histoire assemblée à partir de fragments qu'aucune institution n'avait jugé bon de préserver. D'autres résidents ont apporté leurs propres trésors. Lettres, fiches de paie, portraits de famille posant avec raideur devant des maisons qui représentaient à la fois une réussite et une contrainte. Cette collection n'a pas de statut officiel, pas de catalogue professionnel, pas de climatisation contrôlée. Elle existe simplement parce que des gens ont décidé que leur récit méritait d'être sauvé. Ce quartier, conçu pour dicter aux ouvriers comment ils devaient revivre, est devenu le testament de la façon dont ils ont réellement vécu, avec une résilience imparfaite selon leurs propres termes, même lorsqu'il fallait les négocier au sein d'un système qu'ils n'avaient pas créé. De l'autre côté de l'eau, une autre propriété Ford entamait sa propre métamorphose, passant du sanctuaire privé à l'héritage partagé. Chapitre 11. La demeure Ford, du cercle privé à la mémoire collective. Les grilles qui ne s'ouvraient jadis que pour une élite choisie s'effacent désormais devant quiconque possède un billet. Chaque mardi matin, des bus d'écoliers déferlent sur Gokler Point. Ils s'éparpillent dans les allées conçues pour les garden parties et les réceptions diplomatiques, leur voix résonnant sur les pelouses où Eleanor Ford marchait autrefois en silence. Des guides les rassemblent pour les mener à travers des pièces ornées d'œuvres d'art dont la plupart de leurs parents ne pourraient même pas rêver. Ils passent devant des fenêtres dont la vue sur le lac vaut plus que des quartiers entiers de la ville. Ce n'était pas l'avenir que les Ford avaient imaginé en bâtissant ce palais de pierre sur l'eau. Mais c'est l'avenir qu'Éléonore a choisi lorsqu'elle a compris ce qu'il adviendrait sans son intervention. Le don de 1976 était assorti de conditions strictes, pensées pour éviter le sort funeste de tant d'autres domaines de l'âge d'or, interdiction de morceler le terrain, de démolir ou de transformer les lieux en copropriétés de luxe ou en sièges sociaux. La maison resterait entière. Le domaine resterait intact. La collection serait préservée sur place. Et surtout, la propriété accueillerait les visiteurs non comme des invités de la famille, mais comme les bénéficiaires d'une fiducie publique. La transition prit des années. Il fallut recruter du personnel, inventer des protocoles, trouver l'équilibre entre la conservation et l'ouverture au public. Certaines pièces se révélèrent trop fragiles pour un passage intensif. D'autres durent être adaptées pour accueillir les visiteurs en situation de handicap. Une demeure bâtie pour le confort et l'intimité d'une seule famille a dû être discrètement repensée pour accueillir les milliers d'inconnus qui, année après année, enfoulent désormais le sol. Jennifer, guide à Ford House depuis 11 ans, se souvient de sa première visite dans le grand hall. Elle redoutait alors de devoir expliquer l'existence de gens dont le monde lui semblait si étranger. Avec le temps, son approche a évolué. Elle a délaissé la récitation de dates et de détails techniques pour privilégier la conversation. Aujourd'hui, elle pose autant de questions qu'elle n'en résout. Elle invite les visiteurs à réfléchir à ce que signale une telle beauté et à s'interroger sur sa provenance exacte. Le tableau de Rivera dans la salle à manger devient ainsi une lucarne ouverte sur les réalités du travail et de l'industrie. La vue imprenable sur le lac soulève la question du privilège. Qui pouvait contempler ces horizons et qui en était éternellement exclu? Les quartiers des domestiques, ces chambres modestes dérobées au regard, rendent enfin visible cette main-d'œuvre qui, jour après jour, permettait à toute cette élégance de fonctionner.
Certains visiteurs trouvent ces échanges inconfortables. Ils viennent pour admirer les lustres et la pierre sculptée, non pour disséquer l'histoire qui y est tissée. Jennifer a appris à naviguer parmi ces résistances avec douceur. Elle expose la complexité sans imposer de conclusion. La maison est pétrie de contradictions et elle laisse aux invités le soin de les ressentir plutôt que de chercher à tout lisser. Les groupes scolaires, eux, ignorent la révérence des adultes. Les enfants, face à une telle démesure, posent des questions d'une franchise désarmante que leurs professeurs tentent parfois d'atténuer. Pourquoi avaient-ils besoin de tant de pièces? Où dormaient les ouvriers? Est-ce que les enfants qui vivaient ici avaient des amis pauvres? Leur curiosité déchire l'aura de grandeur intouchable et exige que le passé soit traité comme un récit humain et non comme un simple décor de musée. À l'extérieur, les jardins sont devenus un espace communautaire d'une manière qu'Éléonore n'avait peut-être pas prédite, mais qu'elle aurait sans doute appréciée. Des mariages s'immortalisent sur la terrasse où elle recevait autrefois diplomates et partenaires d'affaires. Des familles étendent leurs couvertures sur des pelouses entretenues par des équipes dont le labeur fait écho à celui des jardiniers de jadis. Les concerts d'été emplissent l'air de musique et de rire, là où ne régnait autrefois qu'un protocole rigide. Ford House n'a pas effacé son passé d'exclusivité. Les murs de pierre parlent toujours le langage de la puissance et de la fortune. Mais dans ce cadre, quelque chose a basculé. Le domaine sert désormais des dessins que ses bâtisseurs n'avaient jamais prévus, accueille des profils qu'ils n'auraient jamais admis et donne enfin la parole à des récits qu'ils préféraient occulter. Cette transformation du sanctuaire familial en ressource publique montre ce que ces grandes demeures peuvent devenir. Non pas des mausolées figés dans une gloire passée, mais des institutions vivantes capables d'être réinterprétées. Des lieux où le passé reste visible et honnête, sans pour autant dicter qui a le droit d'entrer ou ce qu'il faut croire. Et à Dearborn, dans le domaine où toute cette épopée a commencé, une possibilité similaire prenait enfin forme. Un autre manoir apprenait lentement à ouvrir ses portes au monde extérieur. Chapitre 12. Les nouveaux compteurs. La lumière rouge d'une caméra clignote dans le grand hall de Fairlane. Dehors, les équipes de restauration poursuivent leur patient travail sur la façade de calcaire. À l'intérieur, un jeune cinéaste ajuste son trépied sur des parquets qui connurent les pas des industriels, des présidents et des serviteurs qui se mouvaient comme des ombres. Marcus est arrivé sur ce projet presque par hasard. Un simple reportage documentaire pour une chaîne locale l'avait mené à Fairlane lors d'une visite publique. Quelque chose dans ce lieu l'avait troublé. Non pas la grandeur à laquelle il s'attendait, mais les silences. Ces zones d'ombre dans le récit officiel où d'autres histoires auraient dû se trouver. Il commença à revenir sur son temps libre, interrogeant les archivistes, traquant les descendants de l'ancien personnel, rassemblant des témoignages qui n'avaient jamais été réunis en un seul récit. Le projet a fini par dépasser tout ce que la télévision locale pouvait diffuser, mais Marcus a continué. Son documentaire ne sera pas une célébration du génie d'Henry Ford, ni un simple réquisitoire contre ses failles. Marcus a compris que les récits les plus honnêtes sont ceux qui résistent à la tentation du jugement simpliste. Ils s'installent dans la contradiction, laissent la complexité respirer sans chercher à la résoudre, et font confiance au spectateur pour tracer son propre chemin. Son film cartographie l'empire domestique de Ford non comme une série de curiosités isolées, mais comme l'expression d'une seule et même volonté. Fairlane, restaurée, est toujours en devenir. Les maisons ouvrières de Dearborn, désormais habitées par des familles qui les ont totalement réappropriées, Gauclair Point, transformé en legs public sur les rives du lac Sainte-Claire, et Fordlandia, où les enfants jouent à l'ombre d'un château d'eau rouillé qui porte encore un nom légendaire. Marcus relie ces lieux par un fil invisible. La même impulsion qui dessinait les couloirs dérobés de Fairlane a engendré les programmes d'inspection des foyers ouvriers. La même philosophie qui rythmait les repas du manoir imposait le régime alimentaire américain aux laboureurs de la jungle brésilienne. L'échelle variait, du domaine au quartier, de la ville à l'usine, mais la logique sous-jacente restait immuable. Pourtant, la carte s'est enrichie d'une nouvelle strate, celle de la reconquête. Les historiens exhumant les récits effacés, les résidents transformant des maisons modèles en véritables foyers, la communauté brésilienne refusant de disparaître après le retrait de la compagnie, et les visiteurs qui arpentent aujourd'hui Ford House et Fairlane, en posant des questions qu'aucune génération précédente n'aurait osé formuler à voix haute.
Le documentaire ne s'achève pas sur la mort de Ford, mais sur une scène banale d'un après-midi d'été, une fête de quartier dans l'une des vieilles rues de la compagnie à Dearborn. Des résidents âgés, derniers témoins de la surveillance patronale, partagent des tables pliantes avec de jeunes familles pour qui cette histoire n'est plus qu'un récit lointain. Des enfants courent sur ces pelouses qui jadis étaient mesurées pour vérifier leur conformité. Le rire s'élève là où l'on exigeait le contrôle. Marcus filme sans narration, laissant les images parler d'elles-mêmes. Voici ce qui fut bâti, voici ce que cela a coûté, voici ce qu'il en reste, et ce que les hommes en ont fait. Le grand hall de Fairlane résonne désormais de l'écho de toutes ces vies. La pièce où Ford recevait autrefois selon un protocole rigide accueille aujourd'hui des groupes scolaires, des événements citoyens et des voyageurs du monde entier. Année après année, la restauration révèle des couches que le temps avait cachées et que les anciennes visites ignoraient. La demeure raconte aujourd'hui une histoire bien plus vaste que celle que son bâtisseur avait l'intention de partager. Une nouvelle génération de conteurs a émergé, cinéastes, historiens de l'oralité, archivistes communautaires, spécialistes de la conservation. Ils ont compris que sauver des bâtiments signifie sauver la complexité de ce qui s'est joué à l'intérieur. Ils travaillent sans les ressources colossales de Ford, sans sa certitude inébranlable, sans cette présomption que leur vision doit écraser toutes les autres. Ce qu'ils offrent à la place est une chose que Ford n'aurait jamais pu fournir. L'honnêteté sur le prix payé, le respect pour les voix ignorées et la volonté de laisser l'histoire être inconfortable plutôt que de la plier à des formes satisfaisantes. L'empire des manoirs passe des mains de ceux qui l'ont bâti à celles de ceux qui le porteront vers l'avenir. Ce qu'ils en feront et ce qu'ils choisiront d'en retenir reste encore à écrire. Chapitre 13. La lumière aux fenêtres. Le soleil couchant accroche le verre restauré des fenêtres ouest de Fairlane. Pour la première fois depuis des décennies, la lumière tombe exactement comme elle avait été conçue pour tomber, traversant des vitres identiques aux originales, éclairant des pièces retrouvant leur état premier. Mais la maison n'attend plus que Henry Ford vienne en approuver l'agencement. Un groupe d'étudiants traverse la grande pelouse, carnets à la main. Leur mission n'est pas d'admirer l'architecture, mais de l'interroger. Comment l'espace communique-t-il le pouvoir? Que révèlent les plans au sol sur ceux qui comptaient et ceux qui n'étaient rien? Quelles portes étaient destinées à être vues et lesquelles devaient rester invisibles? Ces questions auraient sidéré les premiers propriétaires. Elles leur auraient semblé impertinentes, peut-être même dangereuses. Aujourd'hui, ces murs constituent le cœur d'un semestre d'études. La centrale électrique tourne de nouveau, ses turbines restaurées par des ingénieurs qui ont traité le projet autant comme une préservation historique qu'un terrain d'entraînement pratique. L'électricité coule de nouveau depuis la rivière Rouge, exactement comme Ford l'avait voulu, mais sa destination a changé. Ce qui était autrefois la démonstration de l'autarcie d'un seul homme alimente désormais des salles de classe, des archives et des ateliers au service de milliers d'étudiants et de visiteurs chaque année. À Dearborn, le soleil décline sur des rues qui ont survécu à leur dessin originel. Les lumières des porches s'allument dans des maisons bâties comme des instruments de contrôle, aujourd'hui habitées comme de simples foyers. L'uniformité autrefois imposée, ses retraits identiques, ses couleurs de peinture réglementées, ses paysages validés, a cédé la place au chaos bienveillant des goûts personnels. Ici, un potager occupe un jardin, là, une collection hétéroclite de figurines en céramique braverait n'importe quel audit du département sociologique. Plus loin, un terrain de basket a été coulé dans le béton. Le panier est légèrement de travers. Les lignes peintes s'effacent sous les coups de chaussures usées. Des enfants, qui n'entendront jamais parler de visites d'inspection ou de baux sous conditions, marquent des paniers jusqu'à ce que leurs parents les appellent pour dîner. Ils font claquer les moustiquaires, se chamaillent pour l'heure du coucher, se plaignent de leurs devoirs. Les règles qui régissaient autrefois ces rues n'existent plus que dans les archives et les mémoires déclinantes. Les maisons demeurent. La surveillance a pris fin. À Gokler Point, le lac reflète les derniers feux du jour. Les visiteurs s'attardent sur la terrasse où Eleanor Ford se tenait autrefois, observant les feux lointains des usines. La vue a changé. On y voit moins de cheminées désormais, plus d'arbres, une ligne d'horizon redessinée par la désindustrialisation et les nouveaux développements. Mais l'eau se déplace toujours vers l'horizon avec ce même rythme patient qui cadrait ses soirées. Un mariage pose pour des photographies sur la pelouse. Le couple connaît une partie du passé de la demeure, mais a choisi le lieu pour sa beauté plutôt que pour son pedigree.
Leurs invités déambulent dans des jardins qui furent autrefois strictement privés, admirant des fleurs qu'ils n'auraient pu voir une génération plus tôt. Le domaine a cessé d'être une frontière pour devenir un décor. Un lieu qui appartient désormais aux grandes occasions plutôt qu'aux grands propriétaires. Et à Fordlandia, la nuit tombe sur l'Amazonie. Le château d'eau s'enfonce dans l'obscurité, son logo Ford invisible jusqu'au matin. En dessous, la ville scintille de lumières éparses, des foyers où les familles se rassemblent autour de la télévision et de la table du dîner. Un bar où les ouvriers se détendent malgré des interdictions qui ont pris fin avant même la naissance de leurs grands-parents. Une école où la leçon de demain portera sur l'étrange histoire de l'existence même de cette colonie. Les empires du contrôle laissent derrière eux des ruines, mais elles ne sont jamais vides. La jungle reprend les plantations, mais les hommes plantent de nouvelles cultures entre les vieilles rangées. Les rivières érodent les fondations des centrales, mais les ingénieurs reviennent pour stabiliser ce qui peut encore servir. Le temps adoucit les angles des designs les plus stricts et les plans les plus rigides finissent par plier sous le poids des vies ordinaires. Ce qui subsiste n'est pas la vision d'un architecte solitaire, mais la somme des choix accumulés par tous ceux qui lui ont succédé. Fairlane poursuivra sa lente restauration. Les maisons ouvrières continueront leur évolution discrète vers un quartier ordinaire doté d'un passé extraordinaire. Ford House accueillera une nouvelle génération de visiteurs avec des questions que ses bâtisseurs n'auraient jamais anticipées. Fordlandia restera habité et improbable. Un monument à la fois à l'échec des rêves imposés et à la résilience des communautés qui refusent de s'évanouir. Les lumières aux fenêtres ne sont plus les mêmes. Les gens à l'intérieur ont changé. Les récits que l'on conte sur ces lieux s'enrichissent chaque année, intégrant des voix qui furent jadis tenues à l'écart des grilles ou confinées aux couloirs de service. C'est là tout ce qu'il reste de l'empire de Henry Ford. Non pas ce qu'il a bâti, mais ce que d'autres ont fait et continuent de faire des structures qu'il a laissées derrière lui. Chapitre 14. Ce que la porte retient. Le bouton de porte en laiton de l'entrée principale de Fairlane a été tourné sans doute 1 million de fois. Des mains gantées de blanc lors des dîners d'apparat, les paumes calleuses des ouvriers livrant des fournitures, des doigts tremblants de nervosité avant des réunions cruciales. Le métal s'est poli, usé par des décennies d'arrivées et de départs, par tous les espoirs et toutes les craintes qui ont franchi ce seuil. Ce matin, une guide nommée Sarah polit ce bouton de porte avant la première visite. Nul ne l'y a contrainte, aucun protocole ne l'exige. Elle accomplit ce geste parce qu'il la lie de manière presque tactile à tous ceux qui ont effleuré cette même surface avant elle. Les industriels et les serviteurs, les membres de la dynastie et les parfaits inconnus, les puissants et les oubliés. Elle songe à ses mains, celles de Ford dont on dit qu'elles n'ont jamais perdu la rugosité de ces années paysannes, malgré l'immense fortune. Les mains de Clara disposant des fleurs dans les vases pour insuffler un peu de douceur entre les murs de calcaire. Les mains des servantes, frottant les parquets avant l'aube. Celles des jardiniers taillant les roses sous la chaleur lourde de l'été. Les mains des chauffeurs, crispés sur le volant, attendant des ordres qui ne viendraient parfois qu'à minuit. La porte ne se souvient de rien, et pourtant elle retient tout. Les objets absorbent l'histoire sans la comprendre. Ils persistent, immuables, tandis que ceux qui les utilisent s'évanouissent. Ce bouton de laiton survivra à Sarah comme il a survécu à Henry Ford et comme il survivra aux visiteurs d'aujourd'hui qui le frôleront sans y songer. Mais l'être humain n'est pas un objet. Il se souvient de manière sélective, interprète sans cesse et révise ses propres récits. Le regard que l'on porte sur Fairlane a mué avec chaque génération. Les contemporains de Ford y voyaient un monument au génie américain. Plus tard, les critiques y ont décelé les preuves d'une folie des grandeurs et d'un besoin de contrôle obsessionnel. Aujourd'hui, nous tentons de maintenir ces deux visions de front. Saluer l'exploit sans occulter le prix, admirer l'ingénierie tout en nommant les blessures qu'elle a infligées. Ce processus de réévaluation se déploie sur tout l'ancien empire. Dans les maisons ouvrières, les descendants réexaminent les légendes familiales et découvrent que la prospérité héritée était enveloppée de conditions que leurs aïeux n'osaient détailler. À Ford House, les conservateurs interrogent leurs collections, cherchant quelles voix ont été amplifiées et lesquelles ont été repoussées à la marge. À Fordlandia, les habitants se forgent une identité qui intègre l'épisode américain sans pour autant se laisser définir par lui.
Car la mémoire n'est pas la conservation. Conserver, c'est tenter d'arrêter le temps, de figer un instant contre l'érosion des années. La mémoire, elle, est mouvante. Elle change de forme, elle s'adapte aux besoins et aux interrogations du présent. On peut restaurer une demeure pour qu'elle ressemble à son état d'origine, mais on ne peut pas restituer les souvenirs tels qu'ils étaient. C'est peut-être là la leçon la plus impérieuse de cet empire de manoirs. Le contrôle échoue, non seulement parce que les systèmes s'effondrent, que les ouvriers se révoltent ou que la jungle résiste, mais parce que le sens profond des choses ne peut être gelé. Chaque génération réinterprète ce qu'elle reçoit. Chaque communauté remodèle l'espace qu'elle occupe. Chaque personne qui franchit une porte apporte sa propre compréhension et repart avec une autre. Henry Ford a voulu bâtir des environnements capables de dicter les comportements de façon permanente. Des maisons pour rendre les ouvriers dociles, des domaines pour servir de modèle à la vie droite, des cités industrielles pour transformer les populations de la jungle en Américains productifs. Si les structures physiques ont souvent rempli leur office, la programmation psychologique, elle, n'a jamais totalement fonctionné. Ceux qui ont habité ces espaces ont adapté, résisté, subverti, enduré. Ils ont introduit clandestinement leurs propres croyances dans des pièces conçues pour les corriger. Ils ont protégé leur identité au sein de systèmes voués à les refaçonner. Ils ont transmis des récits qui contredisaient les versions officielles. Ils ont attendu que l'Empire s'essouffle pour enfin se réapproprier ce qu'il en restait. Sarah termine son polissage et prend un peu de recul. Le bouton de laiton étincelle, prêt pour une nouvelle journée de rencontre. Dans quelques minutes, les premiers visiteurs arriveront. Des familles, des étudiants, des historiens, des curieux. Chacun touchera ce même métal. Chacun franchira ce même seuil. Et chacun emportera avec lui une vision différente de ce qu'est cette maison et de ce qu'elle signifie. La porte s'ouvre. La lumière du matin inonde le hall d'entrée. Une autre journée commence à Fairlane et l'histoire bascule encore très légèrement, avec chaque âme qui entre et chaque âme qui sort. L'empire des manoirs est devenu ce que son bâtisseur n'aurait jamais pu imaginer. Il n'est plus ce monument figé à la gloire d'une vision solitaire, mais une conversation continue entre tous ceux que cette vision a touchés et tous ceux qui aujourd'hui sont déterminés à raconter l'histoire entière, non pas celle tracée sur les plans bleus, mais celle vécue entre les murs. Chapitre 15. L'interrogation qui demeure. Une enfant se tient dans le grand hall de Fairlane, le cou tendu vers l'arrière, tentant de donner un sens à ce plafond qui la surplombe. Ses camarades de classe se sont déjà éparpillés dans la pièce, se penchant sur les cheminées, suivant du doigt les sculptures des cadres de fenêtres, comptant les motifs complexes du parquet. Elle reste immobile, les yeux écarquillés, clouée sur place par l'écrasante démesure de ce qui l'entoure. Quelle est la juste mesure d'une demeure ? Aucun manuel ne lui pose cette question. Aucun guide n'a insufflé cette pensée. L'interrogation surgit d'elle-même, arrachée par un espace si éloigné de son quotidien que son esprit cherche une explication et ne trouve que d'autres doutes. Son enseignante s'approche et se met à sa hauteur. « À quoi penses-tu » La fillette dessine un cercle vague dans les airs. Les murs, le plafond, la pièce elle-même. Pourquoi avait-il besoin de tout cet espace ? Cette question si simple résonne dans chaque recoin de l'empire de Ford, dans les 56 pièces de Fairlane, dans la demeure de pierre du lac Sainte-Claire, dans les rangées de maisons ouvrières alignées comme des produits sur une chaîne de montage, dans cette cité américaine entière sculptée au cœur de la jungle amazonienne. Chacune de ces structures est une réponse à une question occulte sur la manière dont la vie devrait être organisée. Et chacune, lorsqu'on l'observe avec honnêteté, provoque la même réaction chez ceux qui les parcourent aujourd'hui. Pourquoi ainsi ? Qui a décidé ? À quel prix ? Les réponses ne sont ni simples ni confortables. Henry Ford croyait sincèrement en l'idée d'amélioration. Il était convaincu qu'un environnement adéquat pouvait élever l'homme, que des systèmes bien conçus pouvaient éliminer le gaspillage, le vice et même la souffrance. Il voyait sa vision de l'ordre comme un progrès, et non comme un asservissement. Les salaires de ces usines ont transformé des destinées. Les maisons de la compagnie ont apporté l'eau courante, le chauffage et l'hygiène à des familles qui ne les avaient jamais connues. Les hôpitaux et les écoles de Fordlandia ont soigné de vraies maladies et instruit de vrais enfants,
quels qu'aient été les objectifs profonds de ces institutions. Mais la conviction n'efface pas les conséquences. Le département sociologique s'immisçait toujours dans l'intimité, quel que soit le montant des enveloppes de paie qu'il distribuait. La précarité du logement de fonction pesait toujours sur les familles comme une menace silencieuse. Une dispute au travail, un mauvais rapport, et le foyer pouvait s'évanouir. L'imposition des coutumes américaines aux travailleurs brésiliens portait toujours ce message. Une culture prévalait, et l'autre devait être corrigée. L'empire des manoirs n'était ni purement bon, ni purement mauvais. Il était les deux à la fois, dans des proportions qu'aucun verdict définitif ne saurait mesurer. Les maisons offrent des preuves pour chaque interprétation. La beauté et la coercition, la générosité et l'intrusion, le confort et l'anxiété. Les archives recèlent des documents qui pointent dans des directions opposées. Les descendants des ouvriers et des propriétaires portent des souvenirs qui refusent de se lisser en un résumé commode. Ce qui demeure en fin de compte est moins un jugement final qu'une invitation. Les lieux existent toujours, les registres peuvent être consultés. De nouveaux récits émergent à mesure que de nouveaux chercheurs posent des questions différentes. Quiconque veut comprendre ce que Ford a bâti et ce que cela signifiait pour ceux qui ont dû habiter ses dessins peut venir, écouter, débattre et décider par soi-même. L'enfant dans le grand hall ne tranchera rien de tout cela aujourd'hui. Elle rejoindra son groupe, visitera d'autres pièces, entendra d'autres dates et d'autres noms, puis finira par grimper dans un bus qui la ramènera vers sa propre petite maison dans une rue ordinaire. Mais quelque chose s'est logé dans ses pensées, un léger décalage dans sa perception de l'espace et du pouvoir. Le sentiment que les maisons ne sont pas neutres, que les pièces que les hommes bâtissent révèlent ce qu'ils croient d'eux-mêmes et des autres, que l'architecture est aussi toujours une opinion. Peut-être reviendra-t-elle un jour, plus âgée, armée d'autres questions et de son propre carnet. Peut-être deviendra-t-elle l'une de ces chercheuses, de ces conservatrices ou de ces cinéastes qui portent cette histoire vers l'avenir. Ou peut-être se souviendra-t-elle simplement de cet instant. L'immensité du hall, l'étrangeté d'une telle échelle, et ce premier vacillement du doute sur la manière dont le monde est arrangé, et sur ceux qui profitent de cet arrangement. L'empire des manoirs pose des questions qui n'appellent aucune réponse définitive. Chaque génération y répond au gré de ses propres valeurs, de ses propres craintes et de sa conception de ce que les êtres humains se doivent les uns aux autres. L'enfant lève les yeux vers le plafond une ultime fois. Puis elle court rejoindre ses camarades, laissant le grand hall à son silence résonnant, à ses souvenirs, à ses cicatrices, et à l'attente patiente du prochain visiteur qui s'arrêtera à cet endroit précis. Lever les yeux et s'émerveiller. Chapitre 16. L'héritage de l'Empire. Le cabinet d'avocats à Détroit n'a rien de majestueux. Les néons bourdonnent au plafond. La moquette usée gondole près de la porte. Une table de conférence marquée par des décennies de réunions tendues domine la pièce. Pourtant, les documents étalés sur sa surface nous ramènent au hall de marbre, aux plantations de la jungle et à ces rues étroites où les ouvriers vivaient jadis sous une surveillance de chaque instant. Une femme nommée Catherine fait face à son conseiller. Elle examine les papiers qui scelleront l'avenir d'une petite maison à Dearborn. Sa grand-mère l'a acquise en 1952, 7 ans après que Ford a cédé ses cités ouvrières à des acheteurs individuels. 3 générations ont habité entre ces murs. Aujourd'hui, Catherine doit décider s'il faut conserver, vendre ou donner une propriété dont la valeur marchande a été multipliée par 100 depuis que son aïeul a signé l'acte original. Elle est loin d'être la seule face à ce dilemme. À travers l'Ancien Empire, les descendants affrontent des questions d'héritage qui dépassent de loin l'arithmétique. Que signifie posséder un fragment de cette histoire ? Quelles obligations découlent de cette propriété ? Quels récits sont attachés à ces pierres ? Et qui détient le droit ou la responsabilité de les compter ? La grand-mère de Catherine évoquait rarement les premières années, les visites d'inspection, ce malaise diffus de vivre selon des standards jamais expliqués mais toujours imposés. Elle ne parlait que par bribes des murmures des voisins à propos du département sociologique ou de cette immense vague de soulagement qui parcourut la rue lorsque Ford vendit enfin les maisons, permettant aux nouveaux propriétaires de peindre leurs portes de la couleur de leur choix. En tenant ce titre de propriété, Catherine saisit aujourd'hui une vérité que sa grand-mère n'avait peut-être jamais formulée. La possession transforme radicalement la relation au lieu. La maison, autrefois instrument de contrôle corporatif, est devenue, par l'achat,
le socle de l'autonomie familiale. Sa grand-mère n'avait pas seulement acquis une structure, elle avait acheté le pouvoir de décider, le droit de dire non. Elle avait acheté la liberté de s'affranchir des conditions qui régissaient le domaine depuis sa construction. Toute la question est désormais de savoir ce que Catherine fera de cette liberté. Les promoteurs l'ont approchée plus d'une fois, lui faisant miroiter des sommes capables de bouleverser sa vie financière. Le terrain seul, explique-t-il, vaut plus que la vieille bâtisse qui l'occupe. Il parle d'opportunité, de modernisation, de densification et de libération de valeur. Il parle de mètres carrés et de zonage. Il ne parle jamais des inspections, de l'anxiété ou de l'histoire incrustée dans ses murs. D'autres héritiers ont choisi des voies différentes. Certains ont mis en place des servitudes de conservation, des accords juridiques contraignants qui protègent le caractère historique du bien, même en cas de revente. D'autres ont fait don de leur maison à des sociétés historiques ou à des fiducies foncières communautaires, troquant le contrôle privé contre l'accès public. Quelques-uns ouvrent leurs portes pour des visites occasionnelles, devenant les conservateurs informels de leurs propres archives familiales, guidant les visiteurs à travers des pièces saturées de souvenirs transmis. Il n'existe pas de réponse unique. Les maisons de l'Empire Ford sont trop nombreuses, leur état trop hétérogène, et leurs emplacements trop divers pour qu'une règle s'applique à tous. Chaque héritier doit peser ses besoins personnels face à l'importance historique, la pression financière immédiate face à la préservation à long terme, et ses droits individuels face à l'intérêt de la communauté pour la mémoire de ces lieux. Lentement, presque silencieusement, un réseau informel a commencé à se tisser. Les descendants se retrouvent sur des forums en ligne, échangeant des numérisations de vieux rapports d'inspection et de fiches de paie. Des rencontres locales rassemblent des propriétaires de différentes rues pour comparer leurs notes sur l'entretien, les batailles de zonage ou les stratégies de conservation. Chercheurs et amateurs partagent leurs découvertes. De ces échanges est née une conscience, fragile mais bien réelle, que ces maisons éparpillées à travers les villes et les continents constituent un héritage collectif qu'aucun propriétaire ne peut protéger seul. Catherine quitte le cabinet de l'avocat sans rien signer. Elle plie soigneusement les documents, les glisse dans une enveloppe usée et s'immerge dans le tumulte du centre-ville de Détroit. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de parcourir à nouveau les pièces de sa maison, de s'asseoir à cette table de cuisine où sa grand-mère a servi des repas pendant 50 ans, de se tenir dans ce petit jardin, jadis soumis au regard inquisiteur de la compagnie et qui est aujourd'hui, de manière indiscutable, une terre familiale. L'empire que Ford avait bâti se voulait éternel, conçu pour survivre à chaque existence individuelle. Il était convaincu que les usines survivraient aux ouvriers, que les demeures survivraient aux locataires, et que les systèmes de contrôle se perpétueraient bien après que les noms sur les portes des bureaux auraient changé. Il n'en fut rien. Les usines ont pour la plupart fermé ou changé de vocation. Les systèmes formels de contrôle se sont effondrés. Ce qu'il reste, ce sont des propriétés aux mains d'individus qui doivent décider, un par un, de ce qu'il faut préserver, transformer ou abandonner. Catherine finira par faire son choix. Des milliers d'autres feront de même à Dearborn, sur les rives du lac Sainte-Claire ou à l'ombre des châteaux d'eau rouillés du Tapajos. L'Empire se démantèle et se réinvente, acte après acte, signature après signature, d'une manière que son fondateur n'avait jamais anticipée et qu'il n'aurait jamais pu dompter. Chapitre 17. La cartographie redessinée. L'écran de projection s'illumine dans une salle de classe obscure de l'Université du Michigan à Dearborn. Un étudiant de 3e cycle nommé David fait défiler des diapositives qu'il a mis plus de 3 ans à assembler. Des cartes se superposent, des chronologies s'entrecroisent, des photographies de différentes décennies se côtoient, compressant les générations en une seule image, mettant au défi l'auditoire de tracer les connexions. Sa thèse soutient une idée qui aurait semblé impensable aux chercheurs précédents. L'empire des manoirs de Ford n'était pas une aberration, c'était un modèle. Les techniques que Ford a contribué à normaliser, le logement de fonction lié directement à l'emploi, la surveillance domestique déguisée en bienfaisance, une architecture utilisée pour façonner le comportement privé, n'ont pas disparu avec la fin de ces expériences. Elles ont évolué. Elles se sont propagées dans les campus d'entreprise, les communautés planifiées et les associations de propriétaires qui régulent tout, de la hauteur des boîtes aux lettres aux décorations de Noël acceptables. David retrace soigneusement ses lignées.
Les protocoles d'inspection domestique du département sociologique trouvent leur écho dans les vérifications modernes des antécédents, où l'on passe au crible les réseaux sociaux et les cercles personnels. La nature conditionnelle du logement Ford réapparaît dans les programmes de relocalisation d'entreprises, offrant des maisons et des écoles subventionnées tout en renforçant discrètement la dépendance de l'employé. L'uniformité imposée des rues ouvrières préfigurait la standardisation des lotissements de banlieue, où toute variation est proscrite par des clauses et des nuanciers de couleurs. Il reste précis sur les limites de l'analogie. La comparaison n'est pas parfaite. Les employeurs modernes envoient rarement des inspecteurs dans les cuisines pour vérifier la propreté. Les communautés planifiées contemporaines ne lient généralement pas les résidents à un poste d'usine unique. Les outils ont changé. Le contrôle est devenu plus souple, plus diffus, moins visible, mais pas nécessairement plus faible. Ce que les recherches de David révèlent, c'est une pulsion persistante, le désir récurrent des organisations d'étendre leur emprise au-delà du lieu de travail, pour façonner non seulement la manière dont les gens travaillent, mais aussi celle dont ils mangent, dorment, occupent leur temps et élèvent leurs enfants. Ford exprimait ce désir avec une franchise brutale. Ses successeurs ont appris à le coder dans un langage différent. Les diapositives défilent. Fairlane apparaît aux côtés de sièges sociaux de grandes firmes technologiques intégrant appartements, gymnases, cafétérias et espaces de bien-être, conçus pour retenir les employés sur place le plus longtemps possible. L'hôpital de Fordlandia partage une image avec des programmes de santé contemporains qui traquent le nombre de pas, le rythme cardiaque et les cycles de sommeil des salariés, ajustant les primes d'assurance en conséquence. Les maisons ouvrières font face au nouveau complexe de logement pour travailleurs essentiels, où infirmiers, enseignants et manutentionnaires vivent dans des unités subventionnées par l'employeur qu'ils peuvent perdre à l'instant même où ils changent de métier. David prend soin de nuancer ses conclusions. La corrélation n'est pas la causalité. Toute tentative d'améliorer le sort des ouvriers ne cache pas nécessairement une volonté de les asservir. Sa cartographie se veut un ensemble de motifs et d'interrogations, et non un diagramme de conspiration reliant chaque dérive moderne à la figure de Ford. Pourtant, la résonance est troublante. Les organisations disposant de ressources suffisantes continuent de chercher des moyens d'étendre leur influence sur les heures de repos de leurs employés. La frontière entre vie professionnelle et vie privée, jamais aussi étanche que l'idéologie ne le suggérait, s'amincit à chaque avancée technologique. Les smartphones transportent l'usine dans la chambre à coucher. Le télétravail invite les logiciels de surveillance au cœur du salon familial. Le sifflet de l'usine, qui marquait jadis la fin de la journée, a été remplacé par des notifications qui ne se taisent jamais tout à fait. Ford reconnaîtrait cette impulsion même si les méthodes le déconcerteraient. Il était convaincu que la vie humaine pouvait être optimisée, que les bons systèmes pouvaient éliminer les mouvements inutiles au foyer comme sur une chaîne de montage. Cette croyance lui a survécu. Elle a simplement changé de vocabulaire, passant de l'efficacité au bien-être, de l'ordre aux culture-fi. Mais l'idée centrale demeure. Dans la salle de classe, les lumières se rallument. Les étudiants s'agitent, posant des questions qui révèlent à quel point ils sont déjà pris dans les filets que David a décrits. Ils vivent dans des dortoirs régis par des codes de conduite méticuleux, travaillent via des applications qui traquent leur disponibilité à la minute près et habitent des plateformes numériques qui enregistrent leurs préférences avec une précision qu'Henry Ford n'aurait pu imaginer mais qu'il aurait sans doute admiré. L'Empire des Manoirs ne fut pas un dénouement, mais un prologue. Chapitre 18. La porte s'ouvre. La lumière du matin tombe désormais d'une manière différente sur Fairlane. Les derniers échafaudages ont enfin quitté l'aile est. Pour la première fois depuis des années, rien ne vient interrompre la ligne du toit ni masquer la pierre. Le calcaire flamboie comme il le faisait il y a un siècle, même si la demeure qu'il abrite sert désormais des dessins que son bâtisseur n'avait jamais prévus. Une visiteuse remonte l'allée vers l'entrée principale. Elle n'est pas riche. Aucun chauffeur ne l'attend. Elle ne porte aucune invitation manuscrite sur papier vélin. Elle a simplement acheté son billet la veille sur son téléphone, venant d'un petit appartement d'une ville voisine. Elle tourne le bouton de laiton. Ce même bouton qu'Henry Ford empoignait, ce même métal que les domestiques effleuraient en glissant dans le silence des couloirs. Ce même seuil qui, pendant des décennies, marquait une frontière infranchissable entre ceux qui appartenaient au système et ceux qui en étaient exclus. Elle entre. Le grand hall s'ouvre devant elle, vaste, résonnant, étrange, et pourtant,
de manière inattendue, accueillant. Les guides la saluent d'un sourire, lui offrant un plan plutôt que des instructions. D'autres visiteurs déambulent à leur propre rythme, des familles canalisant des enfants distraits, des couples âgés au pas lent et précautionneux, des étudiants griffonnant dans leurs carnets, des touristes parlant des langues qui n'avaient jamais atteint ces murs du vivant du maître. L'empire du contrôle est devenu un lieu de questionnement. La demeure ne donne plus d'ordre, elle propose des parcours. C'est un espace où quiconque peut entrer, regarder et décider par soi-même de ce qu'il doit en penser. À l'extérieur, la rivière rouge continue de glisser, indifférente aux dessins humains. Son eau alimente toujours le canal de la centrale, imperturbable, témoin silencieux de l'éternel passage du temps. Les turbines tournent comme elles le font depuis près d'un siècle, capturant le mouvement pour le transformer en énergie. Le système conçu par Ford fonctionne toujours, mais sa souveraineté a changé de main. Désormais, il alimente des salles de classe, des expositions et des chantiers de restauration, plutôt que le réseau privé d'une seule famille. À travers Dearborn, les rues ouvrières s'installent dans la douceur d'une journée ordinaire. Sur les trottoirs, des enfants attendent le bus scolaire, là où leurs arrière-arrière-grands-parents marchaient jadis sous des regards inquiets, redoutant l'issue d'une inspection. Les maisons de ces quartiers arborent désormais des teintes que le département sociologique n'aurait jamais autorisées. Des portes aux couleurs vives, des volets dépareillés, des jardins qui obéissent au goût personnel plutôt qu'aux diagrammes imposés. Ici, des tomates poussent à côté des roses. Ailleurs, le désordre assumé d'une vie de famille témoigne d'une liberté sans équivoque. Le quartier respire enfin par lui-même. À Gockler Point, le lac capture les premiers rayons du soleil, les mêmes qui éclairaient jadis les fenêtres des chambres d'Edsel et d'Éléonore. Le personnel déverrouille les portes et allume les lustres. Dans 1 heure, les visites commenceront. Le téléphone sonnera pour des réservations de mariage ou des demandes de séances photos. Les jardiniers s'occuperont des parterres et des bordures, soignant des espaces qui appartiennent désormais, au sens propre, à quiconque franchit la grille. Et à Fordlandia, sous le château d'eau rouillé dont le logo s'efface peu à peu, une autre journée débute sous la chaleur amazonienne. Les familles s'éveillent, préparent le petit déjeuner et se dirigent vers le travail ou l'école. Certains passeront leur après-midi dans des bâtiments autrefois destinés aux intérêts de la compagnie, aujourd'hui réaffectés aux besoins locaux. Ils ne vivent pas l'existence qu'Henry Ford avait planifiée pour eux. Ils vivent leur propre vie, façonnée par des décisions locales, des désirs locaux et des réalités locales. L'empire des manoirs ne s'est pas évaporé. Ces pierres tiennent bon, ces rues subsistent et ces châteaux d'eau dominent toujours les cimes et les toits. Mais le sens profond de ces structures a basculé. Les mêmes murs abritent désormais des récits différents. Les mêmes dessins servent aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'auraient jamais dû en être les protagonistes. À Fairlane, la visiteuse s'attarde un instant de plus dans le grand hall, puis emboîte le pas du guide vers la pièce suivante. Derrière elle, le bouton de laiton retrouve sa place, prêt pour la prochaine main, pour la prochaine rencontre. La porte, qui fut si longtemps un rempart contre la multitude, reste désormais ouverte pour quiconque souhaite entrer. L'héritage d'Henry Ford ne réside plus aujourd'hui dans les voitures qu'il a produites ou dans les systèmes qu'il a tenté d'imposer, mais dans la manière dont nous choisissons de regarder ces vestiges. Ces palais de calcaire et ces cités de la jungle sont devenus les témoins silencieux d'une époque où l'on croyait que l'ordre social pouvait être décrété par un seul homme. En franchissant ces seuils, nous ne faisons pas que visiter le passé. Nous reprenons possession d'un récit qui appartient désormais à la mémoire collective. L'empire des manoirs s'est éteint, mais les histoires qu'il abritait, elles, ne font que commencer à être entendues. Si cette immersion dans les méandres de l'architecture, de la fortune et du pouvoir vous a captivé, je vous invite à soutenir notre travail et à rejoindre notre audience pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Votre engagement est essentiel pour nous permettre de continuer à exhumer ces héritages fascinants. N'hésitez pas à me faire part, en commentaire, de la demeure ou de la dynastie dont vous aimeriez découvrir les secrets lors de notre prochain voyage à travers l'histoire.